Au XIXe siècle, la virilité s'impose comme valeur primordiale de façon plus systématique à travers des faisceaux de discours puissants. Alain Corbin entame le deuxième tome de son ouvrage important sur cette histoire en insistant que le discours naturaliste amorcé vers le milieu du XVIIIe siècle, trouve son aboutissement dans les normes et les codes de la virilité s'imposant avec force dans le siècle suivant. Cela dit, une figure émerge et vient pointer les failles de ce discours, se voulant aussi définitif que prescriptif. Il s'agit du jeune homme. Être fragile parce qu'inachevé, beau parce qu'épicène, tragique parce qu'éphémère. Le jeune homme est une figure au centre de maints récits dans l'histoire littéraire occidentale. Cependant, la représentation, tout comme la réalité du jeune homme, se densifie, elle se complique venue la modernité socio-économique. Sous l'ombre de l'épopée napoléonienne, le jeune homme est promis un rôle et une place sociaux, aussi précaires soient-ils. Cependant, certains jeunes hardis s'essaient à une domination précoce. On les retrouve dans la littérature du début du siècle, mais ces figures audaces ont leur source dans la vie mondaine d'outre-Manche. Sous la régence anglaise, le jeune homme adopte une pratique vestimentaire qui le singularise dans l'espace public et inspire une nouvelle catégorie sociale, celle du dandy. Bien que ces jeunes élégants aient adopté un air d'impénétrabilité et d'insouciance désinvolte, la réalité de leur vie a été tout autre. L'exemple bien connu, on le connaît tous, la vie de Beau Brummel, régnant d'un pouvoir absolu sur la société londonienne, qui finit en fait ses jours dans un asile déchu, indigent, abandonné de tous. Et là, en fait, ça en dit long de la précarité de ces jeunes hommes à cette époque, de ces soi-disant rois de la mode. Néanmoins, dans la société française post-révolutionnaire et en pleine industrialisation, une libération graduelle mais inexorable dans les pratiques d'habitus a permis au jeune homme de mobiliser le vêtement comme signe statutaire ou, le cas échéant, d'exhiber ou de dévoiler une aspiration déplacée. Cette nouvelle autonomie n'a pourtant pas été ressentie comme une délivrance par tous. Un malaise s'est vite emparé de l'esprit des jeunes pour couper l'élan promis par l'exemple de leur père. Musset laisse couler son éloquence quant à la dure réalité de vivre à l'ombre de grands aïeux. Là, en fait, je ne vous enseigne rien, mais je vais citer brièvement le début de sa confession, où le narrateur évoque l'état d'abattement de toute une génération. Et là, je le cite. Conçus entre deux batailles, élevés dans les collèges au roulement des tambours, des milliers d'enfants se regardaient entre eux d'un œil sombre, en essayant leurs muscles chétifs. Et en fait, c'est cette idée de muscles chétifs sur laquelle je vais m'attarder pour le restant de cette discussion aujourd'hui. Le mal de siècle résulte en effet de l'impossibilité pour ces jeunes gens de conjuguer liberté et autonomie, une réalité qui gît jusque dans le corps de sa génération. La littérature des premières décennies du siècle évoque cette crise de la masculinité par une mise en scène de l'échec du jeune homme dans son désir de gloire ou d'amour ou de bonheur. D'emblée, le malheur se lie plutôt dans une incapacité d'agir à son plein gré. Bien que Musset évoque un mal qui se lie dans le corps rabougri des garçons de sa génération, au début du siècle, la littérature semble faire abstraction du corps, pour mieux souligner l'aspect psychologique. La représentation somatisée du mal a néanmoins eu son heure. Il a toutefois fallu, et là en fait c'est là où je trouve les racines de cette représentation, que l'esthétique érige un modèle somatique sur lequel les écrivains du XIXe siècle ont pu y faire appel. Dans son impressionnant livre « Male Trouble, A Crisis in Representation », l'historienne d'art Abigail Solomon Godot a décortiqué le goût généralisé pour la figure de l'éphèbe dans l'art néoclassique afin de mettre lumière sur une crise de la masculinité qui s'est amplifiée pendant les périodes révolutionnaires et post-révolutionnaires. Sa thèse propose de façon convaincante que l'apparence du beau jeune homme à corps élancé dans l'art néoclassique, comme ici, des dernières décennies du XVIIIe siècle s'explique de plusieurs faits.
D'abord, il s'agit de l'influence de l'historien d'art allemand Johann Winckelmann avec son penchant pour l'esthétique de la Grèce antique comme matrice de la jeunesse idéale. Dans son livre, c'est-à-dire de Winckelmann, de 1764, Histoire de l'art chez les anciens, qui fut traduite en français en 1789, Winckelmann privilégie la figure du Bacchus adolescent dans la statuaire grecque comme exemple de ce corps idéal. Et là, je le cite un peu longuement. La seconde espèce de jeunesse idéale empruntée de la nature des eunuques se trouve rendue dans Bacchus par des traits mixtes, mâles et femelles. C'est sous cette forme que paraît ce Dieu dans ses différents âges jusqu'à un développement parfait de sa croissance. Dans les plus belles figures de Bacchus, vous voyez toujours ce Dieu avec des membres délicats et arrondis, avec des hanches charnues et saillantes, comme celles des femmes, parce que Bacchus, selon la fable, a été élevé en fille. Les formes de ses membres sont si délicates et si coulantes qu'on les dirait produites par un souffle léger. Ses genoux sont comme ceux des jeunes garçons et des eunuques, presque sans indication ni d'eau ni de muscles. L'image de cette divinité est celle d'un beau jeune homme qui entre dans le printemps de la vie et de l'adolescence. En effet, dans l'esthétique néoclassique, l'éphèbe grec prend la relève du guerrier romain comme représentant de l'apothéose du beau. Le corps délicat mais genré masculin est politisé dans le sillage de la Révolution. Son omniprésence dans l'art de cette époque indique, selon Salomon Godot, une esthétique en mutation, celle de la masculinité raffinée, douce et courtoise de l'Ancien Régime, qui s'achemine vers le réinvestissement sémantique et érotique du corps féminin au siècle suivant. Ainsi, s'agit-il d'un corps singulier. Mis en adoration sous les yeux de la critique artistique, ce gracile enveloppe s'oppose en tout à la construction de la virilité dont il devrait faire preuve. Une quinzaine d'années auparavant, le naturaliste Buffon esquisse dans son Histoire naturelle de l'homme un tout autre corps masculin se devant d'affirmer sa domination naturelle et prédestinée. Le corps d'un homme, et là je le cite encore, le corps d'un homme bien fait doit être carré, les muscles doivent être durement exprimés, le contour des membres fortement dessiné, les traits du visage bien marqués. L'éphèbe présente un corps arrêté dans son développement et par là annonce une rupture avec l'attente de sa domination future. Pour Salomon Godot, la mise en scène de ce corps frêle signale un surgissement du féminin dans le corps parlant de l'homme à ce moment où les discours et l'idéologie cherchent à évacuer le féminin de la sphère publique. Selon l'historien d'art, l'androgyne, systématiquement victimisé, martyrisé et violé dans l'art néoclassique, se lit comme symptôme, c'est-à-dire le symptôme d'un trouble dans le régime masculiniste où la femme écartée du pouvoir surgit encore comme un mâle qui ne peut être véritablement extirpé du corps social. Cependant, ces éphèbes, arrêtés dans leur croissance, laisse également surgir une mise en cause de la virilité promise, de l'endurcissement attendu de l'homme. La femme est et l'homme devient, affirme le physiologiste Carl Friedrich Burdach en 1837. Nonobstant, la représentation du jeune homme coupé dans son élan deviendra un topo dans la littérature du XIXe siècle. Le corps de l'éphèbe néoclassique est impubère. Dans sa description médicale du corps du prépubertaire, Buffon anticipe l'esthétique de Winckelmann. Et là, je le cite. « Presque tous, dans ce temps, sont minces de corps, la taille fêlée, les cuisses et les jambes sont menues, toutes les parties musculeuses ne sont pas encore remplies comme elles le doivent être. » Or, le corps de ces garçons fait également allusion à une déviation somatique et éthique répertoriée par l'anthropologue Viré, qui, dans son article qui s'intitule Frigidité dans le dictionnaire des sciences médicales de 1818, il dit, donc là, le corps de l'homme à virilité épuisée possède, et là c'est la citation ici, possède des testicules petits. Et vous voyez pourquoi je dis que je parle pour les sans-couilles. Les formes de son corps sont arrondies, il a les épaules serrées, des hanches larges, un ventre proéminent, son absence de pilosité, sa voix grêle, son odeur fade, sa démarche molle désigne sa déférence à l'observateur.
Malgré sa beauté et son rôle privilégié dans l'art néoclassique, il s'avère que la figure de l'éphèbe se construit d'une morphologie monstre, brutto bello, rapissée du corps de l'impubère, de l'asthénique, tout autant que de celui de la femme. La mise en scène visuelle de la figure de l'éphèbe diminue en importance au fil du XIXe siècle, mais investit d'autres modes de représentation. René et Adolphe sont des avatars de cette masculinité arrêtée, mais en fait, c'est chez Stendhal, pourtant, le symptôme fait irruption dans un corps grêle. La description de Julien Sorel, lors de son introduction dans Le Rouge et le Noir, annonce le nouveau topo littéraire. Et là, je le cite ici. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers mais délicats, un nez aquilin, une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Stendhal met en relief la fragilité du corps de Julien par le biais d'une description minutieuse. Sa petitesse, sa taille svelte et bien prise, sa pâleur, le tout fonctionne de concert pour signaler tout autant le féminin que la débilité vis-à-vis du pouvoir viril. En fait, la beauté et la délicatesse physique du jeune homme font qu'il est facilement pris pour une fille déguisée, tout comme le Bacchus de Winckelmann. Dans sa mise en scène, le narrateur insiste sur la faiblesse de Julien en s'arrêtant à plusieurs reprises sur la force du père et de ses frères aînés. Ses frères aînés sont décrits comme des espèces de géants, par exemple. Le corps de l'éphèbe, autant que celui de l'asthénique, est un corps parlant qui dit plus que sa propre défaillance. Beau comme il est, le corps de Julien annonce par son impuissance son incapacité de bien intégrer le doxa de son époque. Sa faiblesse est tout à l'opposé de la domination paternelle et du patrimoine légué à ses frères. Solomon Godeau lit dans la peinture du corps gracile la tentative de souder la différence sexuelle considérée comme irréparable et ainsi appréhendée. Or, l'éphèbe martyrisée, à corps mou, pénétré et expirant, est la façon dont l'idéologie imprègne ses représentations afin de porter remède à l'irrémédiable. Sous la monarchie de Juillet, pourtant, la société masculiniste est en plein essor. La femme et la féminité terrorisante qu'elle représente sont reléguées à la sphère du privé. Sous cette optique, l'androgyne est un revenant d'une époque charnière mais déchue. Force est de constater que cette figure apparaît comme une hantise de régression, tant physique que sociale. Toutefois, ces androgynes, c'est-à-dire les mondains tout autant que les littéraires, les mises en scène, ou mises en récit, s'acheminent, ou plutôt essaient de s'acheminer vers leur propre domination. En tant que figure de dandy, Julien, à l'encontre de son prédécesseur Adolphe, démontre une ruse qui l'aidera à gravir l'échelle sociale. Après Stendhal, l'éphèbe devient monnaie courante. Balzac et Sue se servent d'une description somatique de leurs androgynes qui annonce le martyre à venir par les mêmes défaillances. Le jeune Lucien, dans Illusions perdues, dans la première partie, Les deux poètes de 1837, est mis en récit par une description qui l'apparente à Julien. L'écrivain brosse un portrait détaillé du garçon dans les termes qui pointent également sa filiation avec les éphèbes néoclassiques au goût de Winckelmann. Et donc là, je le cite assez longuement parce que c'est parlant comme citation. Lucien, se tenait dans la pose gracieuse trouvée par les sculpteurs pour le Bacchus indien. Son visage avait la distinction des lignes de la beauté antique. C'était un front et un nez grec, la blancheur veloutée des femmes. Ses beaux yeux étaient surmontés de sourcils comme tracés par un pinceau chinois et bordés de longs cils châtains. On n'a pas de mono sourcils dans cette représentation-ci. Le long des joues brillait un duvet soyeux dont la couleur s'harmoniait à celle d'une blonde chevelure naturellement bouclée. Une suavité divine respirait dans ses tempes d'un blanc doré. Lucien était mince et de taille moyenne. À voir ses pieds, un homme aurait été d'autant plus tenté de le prendre pour une jeune fille déguisée que, semblable à la plupart des hommes fins, pour ne pas dire astucieux, il avait les hanches conformées comme celles d'une femme. Balzac puise dans un fond déjà bien établi pour décrire le jeune homme. Ainsi, les références à l'Antiquité grecque, la beauté féminine des traits, l'image de la blancheur dorée de la peau, tout autant que la sveltesse et les hanches proviennent directement du vocabulaire de la peinture néoclassique de l'éphèbe.
Balzac cite à peu de choses près Winckelmann, qui s'arrête lui aussi sur le Bacchus indien dans son propre traité. Or, grâce à la peinture de ce corps jeune, beau et efféminé, le lecteur astucieux comprendra qu'il s'agit d'un corps destiné à l'échafaud de la domination masculine. Au cas où le code ne serait pas assez éloquent, l'auteur termine son portrait avec un glissement du somatique vers le social, en explicitant le sens auquel donne lieu le corps androgyne. Là, c'est la deuxième citation. Cet indice rarement trompeur était vrai chez Lucien, que la pente de son esprit remuant amenait souvent, quand il analysait l'état actuel de la société, sur le terrain de la dépravation particulière aux diplomates qui croient que le succès est la justification de tous les moyens, quelque honteux qu'ils soient. L'un des malheurs auxquels sont soumises les grandes intelligences, c'est de comprendre forcément toutes choses, les vices aussi bien que les vertus. Plus que chez les éphèbes néoclassiques, qui se trouvent victimes d'une société cherchant à écarter le féminin de la sphère publique, l'éphèbe romantique sera la victime de sa propre nature, de sa capacité de comprendre forcément toutes choses, les vices aussi bien que les vertus. De son côté, Eugène Sue recourt à un mode de représentation identique pour la mise en récit de ces jeunes hommes. Dans Les Mystères de Paris, Sue introduit un personnage dandy sur lequel il entasse toutes les qualités attirantes de l'androgyne. Et là, en fait, on parle du vicomte de Saint-Rémy. Monsieur de Saint-Rémy était un charmant jeune homme de 25 ans, mince fait, de la tournure la plus distinguée, de la physionomie la plus avenante. Il avait le teint fort brun, mais de ce brun velouté, transparent et couleur d'ambre, remarquable dans les portraits de Murillo. Le noir foncé de ses prunelles se découpait brillamment sur le globe de l'œil qui, au lieu d'être blanc, se nacrait de cette nuance légèrement azurée qui donne au regard des Indiens une expression si charmante. Par un caprice de la nature, l'épaisseur soyeuse de sa moustache contrastait avec l'imberbe juvénilité de son menton et de ses joues, aussi unique que celle d'une jeune fille. Il portait par coquetterie une cravate de satin noir très basse qui laissait voir la tache élégante de son cou, digne du jeune flûteur antique. Où suis-je? Le feuilletoniste use de tous les topos. Venant renforcer le signe discret qu'est le corps svelte, Sue compare le blanc de l'œil du jeune homme à celui de l'Indien, ce qui renvoie, à mon sens, directement à l'image d'un Chactas, autre grande figure du premier romantisme, figure tragique, je vais souligner. Si l'efféminement ne reste que soupçonné dans le portrait de Saint-Rémy, Sue y insiste par le biais d'une comparaison qui lie son visage glabre à celui d'une jeune fille. Le dernier rapprochement avec le jeune flûteur antique met le point sur l'appartenance de ce dandy à la lignée des éphèbes néoclassiques. Sue, comme Balzac, se sert d'une procédure descriptive minutieuse et fétichisante, soulignant d'Erchef que le dandy, héros aussi moderne que soi, tient ses racines dans le sol de l'Antiquité grecque réévaluée par Winckelmann. L'historienne d'art Anne Hollander voit dans cette esthétique antique l'héroïsation de cette figure. Dans son livre Seeing Through Clothes, œuvre fondatrice pour les études de mode anglo-saxonne, Hollander propose que le corps dandy, modelé sur ses antiques héros, insiste sur sa propre force masculine et érotique. Dans son optique, le corps jeune du jeune homme dans l'art du premier romantisme s'avère effectivement tout au masculin. Et là, je le cite. Nevertheless, one distinctive quality of nude male style in early romantic painting is a restrained but forceful grace that seems to embody dandy principles even without clothes. Their carefully schooled, detached narcissism was moreover purely male and had no effeminacy in it. Certain romantic nudes that reflect this spirit have a pronounced heterosexual charm, very different from the homosexual appeal developed by Caravaggio, or, for that matter, by the ancient Greeks. Pour plusieurs raisons, ce livre m'a perturbé. Hollander se penche sur le corps dandy à l'époque de son avènement. Il est vrai que la transformation progressive du vêtement militaire, amorcée au XVIIIe siècle, façonne le corps masculin et impose son influence sur les pratiques vestimentaires du dandysme et ensuite plus tard dans le vêtement civil. Dans la première moitié du XIXe siècle, la coupe serrée des vestes retire les épaules et pousse la poitrine en avant. Le pantalon retient le ventre avec une guêpière intégrée et allonge la jambe grâce à des sous-pieds. Donc là, le vêtement forme le corps de l'homme. De surcroît, les développements dans l'industrie textile des premières décennies du siècle donnent lieu à une mode plus ajustée et indiscrète par laquelle le corps masculin est nouvellement mis en évidence.
Toutefois, la perspective de Hollander fait abstraction du corps éphèbe sur lequel se construit le corps dandy. Elle souligne l'inspiration antique, mais il lie l'héroïsme tout court. Pour l'historienne d'art, cette nouvelle esthétique annonce l'insistance sur un pouvoir masculin dont tout féminin est évacué. Cependant, la préférence pour le corps héroïque, comme j'ai essayé de démontrer, penche vers le héros tragique au corps épicène. Hollander propose également que le vêtement n'est qu'accessoire, dans la pratique du dandy. Cependant, les gravures de mode de l'époque soulignent l'ambivalence de la silhouette ajustée qu'impose la mode masculine suivant le goût des mises en scène artistiques et littéraires. Les membres légèrement galbés, comme s'ils étaient produits par un léger souffle, là pour citer Winkelmann, la cambrure du buste, la taille svelte, tout le profil masculin est recomposé au XIXe siècle. Malgré barbe et moustache, je trouve que ces figures idéalisées de l'homme dégagent la féminité avec les joues roses et puis les petites bouches en forme de cœur. Dans son étude majeure sur l'histoire de la beauté, George Vigarello affirme à l'encontre de Hollander qu'il y a eu une reformulation de la beauté masculine qui se lie aux transformations de la beauté féminine. Dans son optique, la Parisienne, cette autre figure de la modernité urbaine, s'empare d'une certaine virilité, permettant en revanche l'émergence d'une fragilité masculine jadis inouïe. Cependant, la virilité féminine, encore plus que la fragilité masculine, n'entre pas dans les idées reçues, à mon sens. Le procès intenté à Flaubert pour la simple mise en récit d'une femme de tête souligne que la virilité féminine perturbe. La transformation de la silhouette masculine semble ainsi sui generis, et non pas une réponse à de nouveaux privilèges conquis par la femme. De façon aporétique, la silhouette gracile du jeune homme, privilégiée dans l'art néoclassique et ensuite dans la littérature, devient une mode vestimentaire lorsque la virilité assoit sa domination. Que la fragilité masculine, privilégiée par le champ dominant de l'art, se banalise dans la mode populaire, signale que le malaise de la masculinité n'est pas simplement ressenti par les jeunes nantis, ni par ceux de penchant esthétique. Donc là, j'arrive à ma conclusion. Or, ces beaux corps efféminés qui peuplent l'espace urbain du XIXe siècle pointent une mutation dans la sphère publique. Sous l'ombre de la pesanteur de la force masculine révolutionnaire, serait-il possible de voir dans la représentation de la silhouette gracile du jeune homme la tentative de pérenniser un moment essentiellement fugace? En fait, je pense à l'intervention de ce matin avec le garçon qui ne pouvait pas mettre le vêtement de son père. Donc il y a quelque chose de très fragile dans ce moment qu'on essaie de garder. Ces jeunes hommes graciles et à la beauté fragile sont indiscutablement convoités et convoitables. Mais le désir qu'ils inspirent est aussi fragile que leurs membres délicats. Force est de constater que pendant cette première moitié du XIXe siècle, l'art et la mode cherchent à éterniser cette perfection éphémère de la fleur de l'âge, ce que moi j'appelle la maigritude. Ils le font en la martyrisant sous le pinceau, la plume ou dans la gravure de mode, afin de couper court la déchéance qui l'attend, ce qui deviendra un topo de la période fin de siècle. Donc là, en fait, peut-être je révèle mon fort intérieur en concluant comme ceci, mais voilà ce que j'ai à vous dire. Mieux vaut mourir jeune et beau que de finir comme la Zambinella, ou plus tard de ne même pas fleurir comme des Cécinthes. Merci beaucoup.